Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Forum, une spéciale parole d'auditeur, comme avec Tarek Mami comme animateur. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Mami. Bonjour cher Latifa, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous le savez, notre ami Christophe est parti bronzer, parce qu'il paraît qu'il trouve qu'il fait trop froid à Paris. Donc il est parti chercher du soleil dans l'hémisphère sud. On lui souhaite donc des bonnes vacances. Et nous allons donc passer cette semaine ensemble avec les chroniqueurs, les invités comme d'habitude, avec peut-être une particularité. On va prendre un peu plus d'auditeurs, c'est pour ça qu'on va l'appeler la semaine parole d'auditeur, spéciale parole d'auditeur, ce qui ne nous empêche pas donc de parler de nos sujets que nous allons évoquer. Alors Latifa, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à l'ordre du jour Et alors avant tout, parole d'auditeur, on va donner le numéro de téléphone à nos auditeurs. Vous pouvez appeler le Grand Forum spécial parole d'auditeur au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Alors le programme pour ce 14 février, vous allez avoir un invité candidat de la société civile aux élections présidentielles, Monsieur Mourad El Attab. Et la question du jour, c'est la Saint-Valentin entre tradition et commerce. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis on va aussi faire un débrief sur le meeting du week-end. Pécresse adopte la théorie du grand remplacement. Mélenchon explose les compteurs de la présence des militants à Montpellier. Et bien sûr, Ukraine, info sur la guerre qui vient ou non, intox américaine. Alors, on va voir tout ça avec Monsieur Mami et bien sûr, ses invités et chroniqueurs. Alors, bonjour Ali. Ali, oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Comment ça va ? Très, très bien. Le sujet vous intéresse. Oui, la Saint-Valentin, c'est bien. Hein. Ouais. C'est une super idée. On va en parler, c'est Latifa qui va nous résumer la Saint-Valentin. Normal. Et Tarek étant spécialiste de Saint-Valentin. Voilà. Et Tarek, bonjour Tarek. Bonjour. La Saint-Valentin, un massacre qui s'est passé à Chicago dans les années 30 avec Al Capone qui a voulu régler ses comptes ce jour-là. Oui, donc bien sûr, je suis un spécialiste de la Saint-Valentin. Donc à chacun, en fait, sa version, son histoire de la Saint-Valentin. Alors, historiquement, c'est quoi cette histoire Saint-Valentin ? Parce que nous vivons en France, nous sommes français, et donc tous les ans, on a cette marotte qui revient. Alors, c'est des occasions pour offrir des cadeaux, c'est des occasions pour se réconcilier. Les fleuristes travaillent 2 jours par an, donc une fois le 14 février et une fois le 11 novembre pour le lycée. Donc aujourd'hui, c'est le chiffre d'affaires commercial. Et donc la Saint-Valentin, il y a le mythe, il y a la réalité. Et aujourd'hui, la Saint-Valentin, comme toutes les fêtes, sont devenues une fête nationale puisqu'elle est fêtée dans tous les pays du monde et que les commerçants essaient d'enterrer leur épingle du jeu. Et moi, j'étais une fois en Tunisie. Et je me retrouve avec tous les copains tunisiens. Et qu'est-ce que tu veux parler de Saint-Valentin ? Je dis je rentre à l'hôtel. Non. En Tunisie, on a notre expression à nous, et dans beaucoup de pays arabes, c'est Eid al-Hob. Eid al-Hob, exactement. Eid al-Hob. C'est clair. La fête de l'amour, bon, c'est clair. La fête de l'amour. Alors, d'où vient la fête de l'amour, Monsieur Mami ? Alors, on va vous le dire. Valentin de Terny, plus connu sous le nom de Saint-Valentin, est un moine qui a refusé de se soumettre à l'empereur Claude II le Gothique. Alors, on est sur une période de guerre et l'empereur a décidé d'interdire carrément les mariages pour pouvoir envoyer les célibataires en guerre sans qu'il n'ait de famille derrière eux ni une amoureuse. Donc, mariage interdit. Valentin n'a pas voulu se soumettre à cela. Et donc, il a continué à marier les gens jusqu'à aller en prison. Donc, il a été emprisonné. Et là, l'histoire devient intéressante puisqu'il rencontre une certaine Julia, une jeune fille aveugle, qui est la fille du... C'était Roméo et Juliette. Voilà. Ou alors les 1001 nuits, parce que Valentin, la belle a demandé à Valentin de lui décrire le monde. Parce qu'elle est non-voyante. Parce qu'elle est aveugle, effectivement. Et miracle des miracles, elle retrouve la vue. Et donc, Valentin, bien évidemment, devient un martyr. Et le pape Gélas Ier décide de mettre l'honneur chaque 14 février. À partir de 1494, ça devient la Saint-Valentin. Donc, on fête un martyr
qui est mort par amour. Et donc voilà, Eid al-Hub pour les Arabes. Voilà. Ça vous va, Tarak? Moi, ça me va tout à fait. Et j'étais au courant justement que Un peu plus du micro, s'il vous plaît. j'étais au courant que notre cher Valentin est mort et que c'était une triste fête. Et bonne fête aux amoureux. Hein. Puis voilà, c'est tout. Hein. Et je vous pose ce que la je peux question, dire. Si vous êtes amoureux ou pas. Moi, ça dépend des jours. Bon, Ça dépend des jours. Le mariage à la tunisienne, ça dépend des jours. Moi, on m'avait dit aussi que c'était lié aussi à la période de début d'amour des oiseaux. Et puis c'est à l'époque. Ouais, il y a hein, plusieurs mythes, quoi. plusieurs mythes, tout à Ouais. fait, au Moyen-Âge. Et puis de ça, on appelait ça le valentinage. Ah oui. Butiner, tout à fait. Mhm. Mais apparemment, ça correspondait. Alors, mais effectivement, je crois que c'est une très très bonne fête, surtout par les temps qui courent. Hein. Parler un peu d'amour, c'est vrai que c'est plutôt. Après, c'est vrai qu'il y a forcément une vocation un peu mercantile, hein, comme partout. Mais bon, c'est bien de courir pour aller chercher des fleurs ou chercher des cadeaux. Je pense que ça fait toujours plaisir à. Oui, et c'est ce qu'on appelle en commerce quand une offre rencontre une opportunité ou quand une opportunité rencontre une offre, tout se passe bien. Oui, On c'est- attend des fleurs, on attend des cadeaux, on attend de l'amour, donc ça marche. Alors en France, apparemment, c'est chocolat et fleurs. Fleurs, oui. Alors qu'en Angleterre et en Allemagne, c'est plutôt cadeau en plus des fleurs. Et en Tunisie, c'est quoi Tarak alors? C'est l'argent. L'argent avant tout, et puis des cadeaux matériels. Je suis tunisienne, hein, c'est pas Et toujours هذا أنا vrai. تونسي، إيه، شنو وين المشكلة؟ Ça, c'est l'homme tunisien qui parle. La femme dit non, c'est pas vrai. Moi, j'ai rien dit de grave. Hein. Je dis la réalité, c'est tout. Alors, c'est vrai que pendant la Saint-Valentin, dans les pays occidentaux, on met en valeur le rouge. Hein, donc, on Oui. offre une rose rouge, rose. plus particulièrement durant cette période. Et ça marche très, très bien. Rungis doit tourner à fond. Ben, c'est les 2 jours où le chiffre d'affaires est réalisé. Pour les musulmans, entre guillemets, le chiffre d'affaires, c'est pendant le mois de Ramadan. Et pour les fleuristes, le chiffre d'affaires, c'est qu'à 11 novembre et 14 février. Ça peut se passer, mais ça fait de l'argent. Voilà. Alors, Tarak, je ne veux pas vous poser la question si vous avez offert aujourd'hui des fleurs ou pas, de roses. Non, mais vous êtes pas obligé de répondre. Son emploi du temps ne le permet pas. Voilà, donc voilà. Non. Là, on a une matinée assez chargée, on n'a pas eu le temps. On ne peut pas militer et offrir des fleurs. Et je ne vais pas poser la question à Latifa si elle a reçu des fleurs ou pas. Ça serait Évidemment, indiscret. moi je vais vous parler peut-être d'une particularité qui nous vient tout droit de Californie et qui s'installe en France. C'est le slow flower. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête d'acheter des fleurs qui viennent du Kenya, par exemple, et qui sont des roses rouges, et qu'on privilégie des fleurs made in France. Donc, pour ces histoires de changement climatique et de réchauffement climatique. Et donc, certains fleuristes se spécialisent dans la fleur française. Donc, on arrête d'offrir des roses quand on veut adhérer au Qui vient mouvement d'ailleurs. slow flower. Voilà. Les slow, C'est la même chose que le slow food. Ah, ok, les d'accord. slow, normalement, c'est au ralenti, c'est Oui, c'est d'arrêter, en fait, d'arrêter le flou. d'arrêter le Aux flow. États-Unis, ils sont très slow brain aussi. Alors Latifa anime avec notre ami Medjahed à la réalisation, parce que les uns et les autres ici, on est des multicartes. On peut être derrière le micro pour animer l'émission ou derrière la table technique pour faire la technique. Et donc Latifa, chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez la retrouver donc demain soir, mardi, pour l'agenda de France Maghreb 2 culturel, de 20h à 21h. Émission rediffusée le lendemain de 13h à 14h. Donc vous saurez tout ce qui se passe en France, le centre culturel, cinéma, théâtre et autres, mais elle vous en parlera mieux demain. Et elle vous a parlé de ses fleurs parce que le mercredi à 20h, elle anime une seconde émission qui s'appelle Cultivons notre jardin, qui est une émission d'écologie. Et j'ai découvert avec elle que cette émission, cette expression « cultivons notre jardin » vient du livre Candide de Voltaire. Et c'est quoi « cultivons notre jardin » ? Se faisons ce que nous pouvons faire en réalité pour arrêter de nous attaquer aux questions cosmiques et autres qu'on ne faut pas réguler. Et puis comme j'annonce les émissions, ce soir donc à 20h, il y a l'émission de Sophia, Sociaux. Et elle s'adresse plutôt donc aux auditeurs pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que ces réseaux sociaux, les tic-tac, les TikTok, les tac-tac et tous les autres, comment ils sont venus et comment aujourd'hui ils influencent notre vie. Ah, Voilà. merci Monsieur Mamie. Alors j'en profite pour dire aux auditeurs qu'ils peuvent nous joindre au 01 40 33 9000 pour participer à ce débat Saint-Valentin
01, tradition ou commerce. Les premières dames qui appelleront, elles vont nous dire c'est quoi la Saint-Valentin aujourd'hui pour elles. Parce que dans la communauté, cette tradition culturelle, à la fois donc religieuse chrétienne et française, devenue, je dirais pas laïque, mais profane, est-ce que ça rentre aussi dans la communauté ou est-ce que beaucoup dans la communauté considèrent, comme sur beaucoup de sujets, que ça ne les concerne pas? Voilà, 01 40 33 90 00. 01 40 33 9000. En attendant donc l'arrivée de notre invité, M. Mourad Khattab, candidat à la présidentielle de la société civile. Ali, est-ce que vous avez vu hier, ou est-ce que vous avez suivi le meeting de Mme Pécresse qui rentre dans le jeu des meetings? Alors la question qui se pose, que tous les journalistes se sont posés hier toute la soirée, meeting réussi ou meeting raté. Et je rappelle pour les auditeurs de France Maghreb 2 que Mme Pécresse comme on dit, elle approche plutôt à sa droite, dans son extrême droite, puisqu'elle reprend dans son discours la théorie du grand remplacement, après avoir parlé de sortir le cachère de la cave. Vous avez suivi? Oui, j'ai suivi, et puis paradoxalement, j'ai vu que les critiques venaient plus de son camp à elle, puisqu'on a vu qu'apparemment il y avait dans la salle des gens qui apparemment exprimaient une certaine surprise, défiance. Alors, c'est vrai que c'est une femme qui fait un meeting. Alors, moi, je ne suis pas c'est pas pour la défendre, mais c'est vrai que là, j'ai vu qu'elle a eu droit à toutes les critiques. Hein. Elle a été, je crois, un peu... plus sur la forme que sur le fond, hein, parce qu'on a dit qu'elle parlait de sa vie, qu'elle s'est présentée, qu'elle n'était pas trop dans la démagogie. Et je vais d'abord laisser la page de pub passer. Oui, exactement. Alors, avant de parler du meeting du week-end et des critiques vis-à-vis de Valérie Pécresse, on va passer une petite page de publicité et on revient tout de suite après. N'oubliez pas, 40 33 9000 si vous voulez participer à ce débat. Vous êtes de retour sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum, semaine spéciale Parole d'auditeurs animée par Monsieur Tarek Mami avec nos invités. Alors on parlait du meeting et des grands meetings qui ont eu lieu ce week-end, le duel Pécresse-Mélenchon. Alors Pécresse adopte la théorie du grand remplacement, Mélenchon explose les compteurs de la présence des militants à Montpellier. Alors si vous voulez en parler, vous pouvez appeler au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, mais pour le moment, parole à Monsieur Mami. Ali était en train de commenter, cher Ali. Oui, je disais donc effectivement, sur la forme, il est vrai qu'elle n'a pas fait un discours qui va rester dans les mémoires, puisqu'elle a été très originale apparemment dans l'approche, dans sa présentation. Quand on voit le discours et les réactions qu'il y a eu derrière, je ne pense pas qu'au sein de sa famille politique, on souhaite un peu la victoire de Valérie Pécresse, puisqu'on a pu remarquer que la plupart des personnes, tout de suite après son meeting, ont tiré un petit peu à boulet rouge sur sa prestation. Voilà. Ça vous rappelle un peu Ségolène Royal? Exactement. Parce que c'est déjà une femme, et dire, il n'y a que Marine Le Pen, peut-être qui s'est installée dans son parti et qui a moins de quoi, bien qu'elle ait perdu, donc, y compris le sénateur Ravier avant-hier, auparavant l'avocat Gilbert Collard. Exactement. Et donc, Girouette Collard. Oui, si vous voulez. Alors, est-ce que Mme Pécresse, qui comptait sur ce meeting, est en train de rentrer dans une passe d'air, j'allais dire... Alors c'est vrai que normalement, tout le monde dit que ce genre de meeting doit être un moment pour pouvoir se présenter et présenter un véritable projet. On avait Zemmour qui a défaut de présenter un projet, était plutôt en train de nous présenter un rejet. Je pense que Valérie Pécresse, aujourd'hui, quand on l'écoute sur la partie projet, elle nous a fait, alors ça c'est mon analyse personnelle, tout à fait, oui. J'avais l'impression qu'elle était simplement en train de réciter pas mal de slogans. Voilà, l'insécurité, la sécurité c'est moi, l'insécurité c'est les autres. Donc c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui peut être, je dirais, très motivant et qui peut nous annoncer quelque chose qui va nous faire un petit peu rêver. Donc ça, après aller sur le terrain, effectivement, sur la partie extrême, bon, malheureusement, c'est un petit peu problématique quand elle est allée, effectivement, sur la théorie éventuellement du remplacement. Alors la même chose, comment ça a été traduit?
Elle a dit qu'elle était pas pour le grand remplacement, mais qu'elle allait contribuer. Mais donc, elle est forcément allée sur le terrain d'Éric Zemmour, donc elle est véritablement en train de chercher des voix. Je pense qu'elle sait que quelque part aujourd'hui, la différence qu'il y a entre le projet Macron et le projet Pécresse, à mon avis, on est en train de se rendre compte qu'effectivement, petit à petit, il commence à y avoir pas mal de similitudes, notamment sur le plan économique, parce qu'il n'y a pas eu quelque chose de véritablement révolutionnaire, en tout cas sur la prestation qu'elle nous a fait hier. Alors, Tarak, vous l'avez vu, vous l'avez suivi, Madame Pécresse? J'ai suivi quelques extraits. Normalement, je devais aller au meeting, mais je n'ai pas pu me rendre malheureusement parce que j'ai pas eu de confirmation. Ouais. Sinon, je vous aurais balancé fièrement des photos. Ah bah vous l'avez fait pour l'extrémiste de l'autre côté, les olives. Et j'ai failli me faire casser la gueule. Ah bah vous l'auriez mérité, va. Mais pourquoi Parce que quand on couvre ce genre de phénomène... Je ne couvre pas, je suis venu poser des questions et je suis venu m'opposer. Oui. Et je suis venu me présenter et je me suis baladé très fièrement avec ma carte d'identité tunisienne. Ah ouais, bon. Là c'est de la provoque, là c'est plus le grand remplacement, c'est le remplacement immédiat, ça. C'est le courage, c'est tout, c'est voilà. Et je voulais y aller parce que bon, il y a quand même des choses qui sont indéniables quand même dans les actions de Pécresse au niveau Île-de-France. Elle a arrangé beaucoup de choses que Jean Pauluchon avait un petit peu laissé vraiment pourrir. Mais au lieu... il l'a soutenu quand même, Monsieur Huchon, dans ses autres élections, contre son propre camp et contre les socialistes. Ah ça, j'étais pas au courant. On est là aussi pour dire ça. Alors, ce que je vous proposer, c'est que comme notre invité, donc candidat à la présidentielle, Monsieur Mourad Elatab, est parmi nous, nous reparlerons tout à l'heure donc du deuxième meeting qui a marqué, à savoir celui Monsieur de Mélenchon à Montpellier, et on va donc alors recevoir, cuisiner, interroger. Cuisiner, voilà, bon, c'est pour ça. Parce qu'à France Maghreb, tout le monde a le même traitement, qu'il soit grand ou petit, ça n'a pas d'importance. L'histoire, c'est que l'essentiel, j'allais dire, c'est que on sait le pourquoi du comment. Monsieur Mourad Elatab, bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2, dans les studios de France Maghreb 2, puisque vous êtes déjà intervenu sur nos antennes à différentes occasions. Je rappelle d'abord pour les auditeurs que votre, j'allais dire, fonction première est d'être écrivain et géopoliticien, que vous avez publié plusieurs livres, en tout cas 2 livres qui marquent dans l'histoire, puisque vous prenez le contre-pied de ce qui se fait dans la presse française. Vous avez osé publier un grand livre, un grand pavé sur Saif ad-Din al-Islam, le fils de Kadhafi. En disant clairement qu'il est l'avenir de la Libye si la Libye venait à s'entendre entre tribus. Et vous avez également publié donc un livre. Alors, auditrices, auditeurs, retenez votre souffle, parce que les critiques, je leur demanderai d'arriver une fois qu'ils ont au moins parcouru le livre. Le livre s'intitule Vladimir Poutine, le nouveau De Gaulle. Voilà, donc je vois déjà qu'Ali fait des mots. Alors, on va commencer un petit mot sur l'écrivain. Pourquoi ce titre? C'est pas de la provocation. Vladimir Poutine, nouveau De Gaulle pour la France. De Gaulle, c'est le mythe, c'est la statue, c'est tout. Et pour les Français aujourd'hui, depuis qu'ils sont rentrés à l'OTAN avec M. Sarkozy, M. Poutine est plutôt un diable. Et vous venez leur dire que celui que vous désignez comme diable, et le De Gaulle, et vous ne dites pas que c'est le De Gaulle russe, vous dites juste De Gaulle. Pourquoi ce titre d'abord? Approchez-vous du micro, pourquoi? D'abord, merci pour votre invitation, et Ali qui va me cuisiner, je reconnais là toute la chance que j'ai, puisque la France est un grand pays de gastronomie. Donc il n'y a aucun souci. Concernant ma propre candidature, il faut savoir que je suis favorable, pas à la sortie de l'OTAN, mais à la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Donc pour ce faire, je vise le retour à la souveraineté de l'État français quant à ses choix stratégiques. N'oubliez pas que les 11 dernières guerres qui ont eu lancées par les États-Unis, en l'occurrence Obama et Bush avant, ont attaqué 9 États arabes ou 10 musulmans sur les 11 visés. Donc je dis juste une chose, c'est que par ailleurs, vous noterez que Vladimir Poutine a empêché, tant que faire se peut,
l'avènement déjà d'une troisième guerre mondiale qui aurait pu avoir lieu sur le sol syrien et enclencher un incendie jusqu'au fin fond de l'Asie. Donc, effectivement, il a une posture qui est une posture de chef d'État et qui donne en priorité, en priorité, c'est d'abord le bien de son peuple. Et juste un détail par rapport à l'actualité du moment, parce que vous voulez m'entraîner sur la question qui a brûlé le point sur l'Ukraine, j'ai presque envie de dire l'histoire se répète. Historiquement, dans le livre scolaire, on nous a tous dit, on a tous appris que Khrouchtchev avait installé des missiles à Cuba et que Kennedy est intervenu. Par contre, c'est incroyable, c'est qu'on a tous oublié que Khrouchtchev a fait ça, puisque les Américains avaient installé des missiles en Turquie et en Italie à l'époque, et en réponse, les Russes étaient intervenus. À la suite de ça, était obtenu l'accord du retrait des missiles en Turquie, en Italie. De part et d'autre. Et de part et d'autre. Et aussi avait été visée l'intégrité territoriale cubaine. Et par la suite, c'est ce qui est arrivé et qui a été conclu avec Gorbatchev, il a été effectivement demandé à ce que jamais des missiles de l'OTAN ou une base militaire de l'OTAN soit accolée à la frontière russe. Or, alors, ça s'appelle, pour les auditeurs de la radio, même si c'est compliqué, ça s'appelle la théorie de la porte ouverte. Bravo. La théorie, la théorie de la porte verte fait que, j'allais dire, les Occidentaux membres de l'OTAN ont dit que pour la forme, les pays de l'Est pouvaient déposer une candidature à l'OTAN et que le rôle de l'OTAN de dire non, parce qu'on a pris l'engagement de ne pas rajouter, de ne pas dépasser les frontières de l'Allemagne de l'Ouest, quitte à ce qu'on aille à l'Allemagne de l'Est. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, on a 14 pays dans lesquels l'OTAN a installé armes et soldats. Et donc l'opération ukrainienne, on y reviendra tout à l'heure, mais on va revenir surtout sur votre candidature, c'est ça qui nous intéresse ici, considère qu'au moins la dernière frontière, qui est l'Ukraine, qui est juste à la frontière de la Russie, ne soit pas que la porte ouverte, cette fois, devienne une porte fermée. Donc vous, d'ailleurs, vous parlez de cette question de souveraineté dans votre engagement. C'est le premier engagement que vous mettez en valeur, puisque c'est la restauration de la souveraineté de l'État, la protection du peuple, les ciblages de la criminalité financière, ça, on y viendra tout à l'heure, avec l'institution judiciaire. Et donc, pour vous, aujourd'hui, la France n'est pas dans son statut de souveraineté comme l'était sous De Gaulle. Je rappelle d'ailleurs, tout à l'heure, on n'en a pas parlé, Ali, mais aujourd'hui, de mémoire, 14 février, c'est une date symbolique dans l'histoire de la France que les Français ont enterrée. En 2003, le 14 février, il y a eu le grand discours de De Villepin. En Irak. Et vous ne le trouverez pas aujourd'hui dans la presse française, comme si ce n'était pas une fierté, mais comme si c'était une honte, alors il faut la mettre sous le tapis. Donc, souveraineté nationale, aujourd'hui, la France n'est pas souveraine ? Non, elle ne l'est pas du tout. Et on voit très bien que nos choix, quels que soient les domaines, prenez par exemple dernièrement les choix sanitaires, la France s'est calquée sur Israël. C'est incroyable. Elle n'a même pas été capable de se faire un vaccin elle-même alors qu'elle est au siège des Nations Unies. Enfin, c'est juste du délire. Prenez sur les stratégies économiques, la France a vendu des biens technologiques souverains à des puissances étrangères. En l'occurrence, l'affaire Alstom est un scandale d'État sans précédent. Et vous prenez sur le domaine des rapports avec l'étranger, nos derniers rapports avec l'Afrique, vous voyez ce qui se passe au Mali, et le Burkina, mais aussi avec des pays méditerranéens comme le Maroc et l'Algérie, où on a réussi quand même à rompre des relations diplomatiques très fortes avec ces pays-là. Je vous renvoie à l'exceptionnel entretien du président Tebboune dans Der Spiegel, qui, après s'être fait insulter par Emmanuel Macron de faire de la rente mémorielle, a répondu avec beaucoup de dignité et rappelé que l'Algérie était un grand peuple. Et en l'occurrence, ce que j'ai trouvé quand même déplorable, c'est que je ne suis pas un homme du passé. L'avenir, c'est ce qui est en train de se construire. Et l'avenir, par exemple, avec l'Algérie, ça aurait été dû de profiter avec ce projet économique sans précédent de l'Algérie, qui était la transsaharienne, qui traverse 9 pays. On n'a même pas été capable de collaborer, par ailleurs, avec des pays francophones qui sont traversés. Avec le Maroc, il y a eu un engagement très fort au niveau de la production solaire. On voit qu'aujourd'hui, le Maroc a fait le choix d'une stratégie de collaboration avec les États-Unis et Israël. Bon. Quant à la Tunisie, aujourd'hui, certes, il y a
une instabilité politique, il faut le dire, mais n'empêche que le président actuel a estimé, vu les conditions, qu'il ne pouvait même pas se rendre à la rencontre francophone avec la France. Or, tous ces pays-là, c'est une richesse fondamentale. Et c'est pour ça que je veux être un candidat de rassemblement. C'est que si on a bien une qualité, tout à l'heure notre ami, je pense que pour taquiner, a annoncé fièrement qu'il était tunisien, mais par ailleurs, il y a une qualité que je remarque chez tous les Français, disons-le, qu'on des noms à consonance arabe ou africaine, pour 99% d'entre eux, ils font preuve de loyauté vis-à-vis de la France. C'est vraiment déjà admirable. Et c'est pour ça que je veux être un candidat à rassemblement, parce que quand j'entends les noms qui ont été cités juste avant que j'arrive, dans leur volonté de crispation, alors qu'on sort d'une crise sanitaire très grave, il faudrait profiter de ce moment-là, justement, pour aller vers du rassemblement, aller vers, j'ai presque envie de dire, une communauté nationale, et faire preuve, dans ce sens, d'un point cardinal qui est de demander le traitement à égalité. C'est pour ça que je veux l'intégrité de l'institution judiciaire. Mohamed Khattab, candidat de la société civile pour la présidentielle, la première question qui vient à l'esprit quand quelqu'un dit je me lève, je vais être candidat, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à être candidat, pourquoi être candidat et comment acheminer dans votre tête cette idée d'être candidat à l'élection présidentielle, et on parlera des parrainages derrière. J'y arriverai, justement, j'arrive d'un rendez-vous pour les parrainages. D'abord, vous constaterez une chose, au regard de mon parcours que vous avez cité tout à l'heure, je ne le fais pas par avidité du pouvoir. Moi, j'y fais par conviction, et c'est tout sauf simple. J'ai dit à beaucoup d'amis autour de moi que s'ils étaient tentés d'y aller, qu'ils y allaient, j'étais prêt à coller les affiches pour eux. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui se sont levés, donc il a bien fallu que j'y aille. Et l'autre point, c'est que pourquoi j'y vais ? Nous sommes aujourd'hui arrivés à un stade en France où l'État est devenu dysfonctionnel. C'est pas seulement dans votre radio, je reconnais la qualité de vos journalistes, et certains m'ont déjà interviewé. On met l'accent de plus en plus, pas seulement à travers le mainstream, mais les indépendants, sur le fait que la France est devenue un État dysfonctionnel. Ça veut dire quoi un État dysfonctionnel ? C'est-à-dire que les missions publiques régaliennes ne sont plus remplies de manière avec intégrité et loyauté. Je m'explique. Je constate, par exemple, que dans le domaine de notre institution judiciaire, et c'est pour ça que j'insiste, tout à l'heure notre ami a mis l'accent sur des gens qui étaient probablement au meeting un truc qui est dingue. Moi je suis né dans le Jura. Ouais, le Jura, Franche-Comté, Dole, 25 000 habitants. Je veux dire, j'habitais à 500 mètres de la forêt de Chaux. Vous n'avez pas tellement l'accent du Jura. Oui, merci. Et il n'a pas dit Jurassic Park, il a dit Jura. Merci. Et donc, quelque part, je peux passer pour un vieux dinosaure, vu mes convictions. Cela étant, ce qui est quand même fondamental, c'est de quoi je fais le constat. Je ne peux pas accepter que dans mon pays, par exemple, au dernier recrutement, et c'est pour ça que j'insiste sur un point, et je le dis à chaque fois que je suis interrogé ou interviewé, les Français ne sont pas racistes. Vous allez voir où je veux en venir. Parce que dans notre quotidien, nous tous, on rencontre des gens français comme nous, et on voit très bien que ce racisme n'est pas issu de notre quotidien et de nos rencontres. Donc il est institué. Et je vais y venir. La dernière promotion qui vient de sortir de l'École nationale de la magistrature, la dernière promotion, il y a eu un article remarquable de David Perrotin dans Mediapart. On a découvert que l'ensemble des magistrats qui allaient sortir, et là ils sont déjà nommés magistrats, on avait retrouvé sur les listings des déclarations du type « Les Arabes d'Ohar, la France aux Français ». C'est une gravité sans nom, puisque nous avons affaire demain à des gens là qui sont déjà en train de juger et qui ont la responsabilité de juger. Monsieur Moretti avait déclaré publiquement qu'ils obligeraient à que la personne se dénonce, ou les personnes se dénoncent, sinon personne de la promotion dite serait paru. Je crois que ça s'appelle la promotion Voltaire. Eh bien, vous me croyez, si vous voulez, sa soi-disant enquête interne a fini en queue de boudin, et tous ces gens ont été promus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle garantie on a, si on a un nom à consonance, qui plus est arabe, si vous tombez sur un de ces magistrats ? Christophe.
sur France Maghreb 2. Vous êtes de retour sur France Maghreb 2 dans votre émission Le Grand Forum spécial Parole d'auditeur animé par Monsieur Tarek Mami avec ses chroniqueurs et notre invité candidat de la société civile à l'élection présidentielle Monsieur Morad El Attab qui répondait à une question: les Français sont-ils racistes ? Par contre, il se passe quelque chose. Je réponds fièrement non, et j'insiste. Et par contre, et ça c'est très important parce que Zemmour, monsieur Éric Zemmour, parce que je l'appelais très respectueusement dans la mesure où nous sommes en train d'organiser un débat, mes équipes et lui. Donc attendez-vous à un Real Barça sur le plan politique, on va dire. Je devais avoir un débat avec Stanislas Rigaud, jusqu'à maintenant il n'a pas répondu. Oui, Antoine Dire c'est pareil. Ce sont des couards. C'est différent. Là, c'est un candidat à la présidence de la République, tout comme moi. Ouais, un candidat avec un autre candidat. Voilà. Si ça s'accepte, donc ça fait partie du jeu. Et par ailleurs, il a dit publiquement, au moins il a eu ce courage-là, qu'il était prêt à débattre face à tout le monde. Donc j'espère qu'il assumera sa promesse, puisque nous sommes encore dans des règles démocratiques, même si parfois certains veulent en revenir au duel, à l'épée, mais en tout cas pour moi, le fleuret sera moucheté. Bah voyons. Alors vous dites que les Français ne sont pas racistes et vous le dites fièrement. Néanmoins, une dernière étude a été faite et montre que certaines personnes issues de l'immigration se sentent discriminées. Et d'ailleurs, on a un article du Times qui nous indique, qui nous dit aujourd'hui qu'il y a une forte émigration, c'est-à-dire que des Français d'origine maghrébine émigrent et donc il y a une fuite des cerveaux. Alors en général, il y a une fuite des cerveaux quand on vient d'un pays du tiers-monde, on peut le comprendre, mais une fuite des cerveaux venant d'un pays comme la France, on a l'impression d'être dans les années 39. Alors j'ai dit que les Français n'étaient pas racistes, par contre je n'ai pas dit que cette réalité n'existait pas. La réalité du racisme, elle est largement entretenue par des institutions défaillantes qui ne remplissent plus leur mission de service pour la population, justement. Vous voyez de plus en plus, malheureusement, des magistrats corrompus et criminels, et je l'assume pleinement, qui n'hésitent plus à faire des faux en écriture, qui ne jugent plus en droit mais en opportunité. Et ça, en l'occurrence, ce sont des magistrats qui sont anti-populaires dans la mesure, et je vous renvoie aux Gilets jaunes, où il y a eu plus de 12 000 arrestations et plus de 3 000 condamnations. Donc c'est aujourd'hui l'institution judiciaire qui attaque le peuple. Je vais rajouter sur un point, parce que vous avez fait état d'une Times d'aujourd'hui que j'ai lu ce matin. Cette réalité cruelle et mortelle, elle est dans le sens où, qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans ? Il s'est passé depuis 40 ans que la posture adoptée par des Français qui avaient des noms à consonance ou arabes ou africaines était dans une posture entre guillemets victimaire, mais prise en charge par des gens soi-disant qui voulaient notre bien-être à travers des associations dont certaines enfin l'une est très connue par sa main, on va dire. Mais j'ai envie de dire une chose. Si en l'occurrence, on ne se coupe pas, nous, de l'État français. Donc ça veut dire que si on est dans une posture, il faut d'abord une organisation économique et culturelle. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire qu'à chaque fois qu'on ira sur le terrain en l'occurrence l'islamophobie, on perdra. Par contre, quand on va sur le terrain de la question que vous avez posée actuellement et qui est très très juste, qui est de l'inégalité en termes de droits sociaux, économiques et culturels, là on gagnera. Et c'est fondamental parce qu'on aura le soutien de la population. Alors, est-ce que c'est le fait que la France ne soit plus pour vous un pays souverain, ou est-ce que c'est parce qu'une partie de la population française est rejetée par les institutions et pas par le peuple français qui vous a poussé à déclarer cette candidature à la présidentielle, avec les difficultés que nous connaissons aujourd'hui pour les parrainages, même pour des candidats plus connus que vous ? Oui, et puis en plus de ça, ce qui est assez comique, c'est qu'on a un candidat qui s'appelle Monsieur Emmanuel Macron qui dit qu'il n'est pas candidat mais qui a déjà les parrainages. Alors que bon, voilà, quand vous donnez ce type d'exemple-là au plus haut sommet de l'État, vous comprenez qu'après, il y a déjà une défaillance dans la posture. Par ailleurs, moi je ne vous cacherai pas une chose, c'est que effectivement, comme beaucoup aujourd'hui, on est en train de se battre, c'est vraiment se battre pour les parrainages, mais n'oubliez pas un détail, il y a 47 candidats sur la ligne de départ. Ah oui ? Oui, il y a 47 candidats aujourd'hui, mais le 4 mars, nous devrons déposer nos 500 signatures, et le
C'est pas le 26 février, là ou... Non, le 4 mars. Le 4 mars, la date limite. 4 mars 4 mars. Et le Conseil constitutionnel rendra public le 13 mars les candidats officiels. Ceux dont les 500 parrainages seront validés. Donc aujourd'hui, on a effectivement Valérie Pécresse, Emmanuel Macron qui n'est pas candidat, mais qui est bizarrement, et Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, d'accord. Tout le Et reste- on a également un auditeur alors, à l'antenne qui veut si réagir. la question est pour le candidat, on le prend. Si c'est pour revenir sur les autres sujets, on le prendra tout à l'heure. Alors, on va vérifier avec voilà, lui. oui, tout à fait. Ali, une question pour le candidat, M. Mourad Latab. Oui, alors effectivement, déjà, bonjour. Moi, je ne vous connais pas, je vous ai déjà vu une ou deux fois, mais... Donc j'apprécie effectivement votre... Moi, il y a peut-être deux choses qui m'intéressent concernant votre candidature. C'est que la politique, c'est séduire. C'est vrai que votre première approche concernant la politique étrangère, parce que vous parlez beaucoup de politique étrangère si vous étiez en tant que candidat et président, avec la notion du rapprochement entre la France et la Russie est quelque chose d'important. Moi, je vais beaucoup raisonner sur le plan économique, et là-dessus, je vous rejoins, à acquérir de nouveaux parts de marché en Afrique, en Europe, là où il y avait de véritables carences. Et là, j'abonde dans votre sens. Moi aujourd'hui, j'aimerais que vous nous fassiez, pas forcément rêver, mais que vous nous fassiez séduire par un véritable programme. Parce que si le programme consiste de ce que j'entends de vos propos, c'est effectivement de condamner, et je vais dans votre sens. Donc je dirais ce que vous me dites, ce que vous m'avez... à constat doit correspondre proposition. Voilà, c'est-à-dire, mais nous faire rêver, parce que c'est important. Vous savez qu'il y a un grand parti en France qui s'appelle le Parti des abstentionnistes. Et à défaut de parler de pourcentage, de valeur relative, moi, ce qui m'intéresse de parler en valeur absolue, de nombre. Parce qu'on dit toujours 15%, 16%, qui dans l'absolu ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est le nombre. Et quand vous dites, vous voyez, j'ai 15%. Mais 15% de quoi dans les sondages? De 500 personnes, de 600 personnes? Là, vous avez la possibilité, via un média, Radio France Maghreb, de pouvoir séduire des gens. Donc j'ai envie de dire, essayez un petit peu de nous séduire. Est-ce qu'on peut rajouter la question de l'auditeur pour M. Latab? Alors, on a un auditeur qui veut poser une question au candidat, M. Bonjour. Mourad El Latab. Bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Votre prénom, s'il vous plaît? Moi, c'est Karim, Et vous appelez d'où, cher Karim? de Pantin. Alors, 93. allez-y, votre question à M. Mourad Latab, candidat de la société civile pour l'élection présidentielle. D'abord, je voudrais dire que j'admire son courage, Merci. parce qu'avec un nom pareil, se présenter à l'élection présidentielle dans l'atmosphère actuelle, c'est presque un défi. Il ne devrait pas s'appeler Absatou. Non, mais ce que je voudrais lui dire, mais comment il a pu avoir une telle idée en sachant, par exemple, que les discriminations contre les gens, contre les minorités en général, et plus particulièrement contre les musulmans, non seulement sont niées, il suffit de lire la charte qu'on a fait signer aux musulmans, comme quoi ils renonçaient à dire qu'il y avait un racisme systémique en France, et deuxièmement, comment comptez-vous vous sortir de là à partir du moment où vous savez que 98%, ou allez disons les 90% des gens de notre communauté ne s'intéressent pas à la politique et ne votent pas. Alors, Voilà, merci Karim. Merci, au revoir. Merci mille fois pour votre réponse. Je vais répondre concrètement. Oui. Premièrement, Il a raccroché. Même pas il a attendu la réponse. Si, il écoute la réponse. Il est branché, Ouais. notre cher Karim. Ouais. D'abord, il a fait état de discrimination, mais ça va au-delà de ça. Si je me bats en termes de droit, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'après les attentats de novembre 2015, a été fait sur mesure des lois d'exception toujours en cours contre les musulmans de France. Par un gouvernement de gauche. Merci, et ce qui est d'une gravité sans nom. Et effectivement, dans ce cadre-là, j'ai découvert quelque chose de très grave que j'ai déjà évoqué dans votre radio et ailleurs. Et ça, c'est d'une gravité extrême. Et je pense qu'après avoir dit ça, beaucoup vont se motiver pour aller chercher leur carte d'électeur chez ces gens qui portent un nom en consonance. Il a été décidé, et j'en parle dans mon livre sur la Libye, la création d'une cellule au sein de la DGSI qui s'appelle Allat, du nom d'une déesse pré-islamique, pour préparer une guerre civilisationnelle entre Français et musulmans sur le territoire national. Ces criminels sans nom, en jonction avec des procureurs en charge de soi-disant la déradicalisation, font placer des enfants de parents français ou de musulmans de France dans des réseaux pédocriminels. Je l'ai dénoncé avec force. Il faut savoir que le patron de la DGSI dans les Ardennes a été arrêté pour ce faire. Donc qu'on ne vienne pas dire que j'invente quoi que ce soit. Moi-même, je me bats dans ce sens. Et ce qui est d'une gravité incroyable, c'est ce que je dis à tous ces jeunes Français en France,
et qui se disent ou musulmans ou rattachés à un pays d'origine ou bien culturellement ayant une double culture, eh ben je leur dis, si vous avez, comme vous dites si bien chez certains, le nafs, ou le sens de l'honneur, comme on dit en français. Micro, voilà. Si vous avez la force, l'honneur, eh ben, allez chercher vos bulletins de vote pour que ces gens ne violent plus vos enfants. Vous savez quelle a été la dernière décision judiciaire au mois de septembre concernant cet agent directeur de la DGSI dans les Ardennes, des milliers, des dizaines de milliers d'images pédopornographiques. Comment ça se fait qu'ils ont osé violer, torturer des petites filles parce qu'elles étaient musulmanes, mineures, qu'on leur demandait éventuellement de crier Allah Akbar pendant qu'ils les violaient, eh ben, vous savez quoi? Il a été condamné pour détention d'images pédopornographiques et il n'a même pas été condamné sur les viols qu'il a commis sur ses enfants mineurs. Alors, si vous n'êtes pas capable de vous lever... Excusez-moi. On va repartir à la pub. On repart pour une nouvelle page de pub. Bolloré dira oui. Non, c'est une question. Oui, il faut vous écouter. Bolloré? Normalement, elle passe pas parce que Christophe sur France Maghreb 2. Vous êtes de retour sur le Grand Forum dans une émission spéciale du 14 au 18 avec en animation Monsieur Tarek Mami et ses chroniqueurs. Nous sommes pour le moment en compagnie d'un candidat de la société civile à l'élection présidentielle, Monsieur Morad El Attab, et on reprend les débats. avec la question de Ali à laquelle il n'a pas été répondu. Voilà, est-ce qu'on m'entend? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend, oui. Merci. Donc, Ali, j'ai répondu tout à l'heure à une question par rapport à pourquoi j'affirmais De Gaulle, j'affirmais Vladimir Poutine comme synonyme de Gaulle en acte. Je vais répondre concrètement quant au programme. Je suis le seul candidat en France, le seul. Sur 47, donc vous Sur nous dites. 47, oui, il y a 47 candidats. Au moment où on se parle, on est 47. Bon. Qui a décidé officiellement, et ça va être l'objet d'un ouvrage que j'ai déjà écrit, qui a déjà été remis à l'éditeur, à faire de la francophonie économique la priorité. Bravo. On a été pendant très longtemps dans le cadre de la francophonie culturelle. Je pense que on trouve toujours pas le modus operandi dans la discussion, puisqu'on finit très vite par être, même quand on veut bien faire, insulté. Par contre, la francophonie économique, pour moi, c'est vital et primordial. Et je vais vous dire une chose, je suis le seul candidat officiel aujourd'hui, parce que on va vers une inflation, c'est un secret pour personne, enfin, ceux qui s'intéressent aux questions économiques comme Ali le savent. Ouais. Donc c'est-à-dire que, imaginez que tous les candidats d'aujourd'hui qui s'expriment ne prennent même pas en compte cette arrivée prochaine de l'inflation. On a quand même aujourd'hui en France, alors qu'on dit que les chiffres économiques sont bons, plus de 2 millions de personnes qui vivent avec moins de 800 € par mois, et plus de 26%, de la classe active qui perçoit moins de 1 200 € net par mois. Donc comment se fait-il, et ça c'est une vraie question, que la France, qui est un pays riche, il y a autant de pauvres? Ça veut dire que l'abondance, la pauvreté est créée artificiellement. Et ça c'est primordial. Et j'ai déjà vu 2 partenariats importants au niveau international, où je me rends prochainement. Donc vous avez ça va être un peu compliqué, la Libye. Mais effectivement, j'ai évoqué la question avec les gens qui sont là-bas, et un autre pays, dans le cadre d'une reconstruction. La France va prendre le pari de reconstruire 2 États-nations importants. Un où je l'acte de plus en plus, qui est l'Irak, où j'ai des partenariats très forts là-bas, et effectivement, il faut créer de l'emploi, puisque tout le monde parle aujourd'hui de consommer, mais comme le disait Ali, le maître mot avant de consommer, c'est produire. Si on ne produit pas, on ne consommera jamais. Or, la France, sur le plan industriel, est dans une phase de désindustrialisation majeure. Donc, avant de pouvoir produire, et moi je veux produire dans un cadre très important, et j'y travaille avec toute une équipe, qui est le cadre maritime, puisque nous sommes la première puissance maritime du monde. On n'y développe pratiquement rien. Et dans ce sens, on va mettre l'accent là-dessus, des filières scolaires, de l'ingénierie de très haut niveau dans ce domaine, parce que je veux qu'on devienne numéro 1. Et pourquoi la France ne réussit pas aujourd'hui ? La France ne réussit pas parce qu'elle ne fait pas le monde de demain. Pourquoi vous allez me dire, mais voilà pourquoi les États-Unis réussissent. Ils mettent 3% du PIB dans la recherche et investissement. Tous les pays qui mettent dans ce domaine-là sont les acteurs de demain. Donc nous, on suit juste une caravane aujourd'hui, et ils sont tous là sur les plateaux télé à
dont un de vos invités vient d'arriver, il m'a dit un jour, mais tu sais, c'est pas la faute des musulmans, c'est le 440, il se casse la gueule. Et ça serait bien que certains s'en rappellent. Et en l'occurrence, ma volonté, elle est d'abord dans ce sens. On ne peut pas, de manière immédiate, refonder tous les secteurs d'activité par rapport au maritime. On va lancer ça. Dans 10 ans, on sera numéro 1. Mais par contre, on peut reconstruire des États avec l'ingénierie, notre matière grise. Tout à l'heure, mademoiselle a parlé j'ai lu l'article du New York Times, effectivement, c'est des profils incroyables. Ce sont des ingénieurs, des gens qui sont dans le domaine des secteurs financiers aussi, économiques, et qui quittent la France parce qu'ils portent un nom à consonance arabe ou africaine. Mais c'est un désastre, c'est un crime même. Et Emmanuel Macron, sur ces questions-là, comme d'habitude, comme son gouvernement, est totalement absent. Par contre, Emmanuel Macron, parce qu'on m'a parlé de sondage tout à l'heure. Ali a parlé de sondage. Moi, je vais vous donner des chiffres, parce que bien sûr, mon électorat, je ne vais pas piquer l'électorat centre bobo 68 arts de Macron. Moi, mon électorat, c'est tous ces abstentionnistes. Aujourd'hui, les chiffres sont cruels. Je vous renvoie à l'article de Maxime Tandonnet dans Le Figaro, où un député qui s'appelle M. Marlex s'est battu auprès du président de l'Assemblée nationale pour avoir les chiffres des dernières élections municipales et départementales. Vous savez quoi ? Il a fini par les obtenir. La République En Marche pèse, vous savez combien aux dernières élections ? 2,5% des inscrits. Qu'on ne me dise pas qu'il est à 24%. Le Rassemblement national, 3,5%. 66% d'abstentionnistes inscrits. Et vous voyez que si on va dans cette dynamique avec les équipes, on a un boulevard. On a en réalité un boulevard. Il faut juste se faire entendre de manière assez forte. C'est pour ça que je veux ce débat face à Éric Zemmour. Morad Al-Hattab, candidat de la société civile sur France Maghreb 2. Une question, notre ami Tarak Sassi. Oui, il y a évoqué la francophonie. C'est très intéressant au niveau relations économiques, parce que malheureusement, ce que je vois aujourd'hui de la francophonie, c'est un petit peu, de manière fantoche, la reconstitution de l'empire colonial qui est prolifique à un seul sens, avec, je peux en témoigner, j'en ai fait l'expérience, des ambassadeurs comme Olivier Poivre d'Arvor, qui était ambassadeur en Tunisie, qui faisait semblant d'aimer le fricassé tunisien, le chapati, mais en soi, sa mission, c'était de limiter au maximum les visas, même les visas légitimes comme les visas de mariage. En gros, cette francophonie de l'économie, est-ce qu'elle va être équitable ? Ça veut dire qu'on ne va pas exploiter les productions et les ressources qu'il y a dans les pays francophones ? Ou est-ce que ça va être quelque chose, la France se gave au max et les autres continuent de crever de faim et partent immigrer clandestinement et se font insulter par Zemmour sur CNews. Alors, Morad Al-Hattab. Votre question, elle est pertinente, mais c'est ce que vous venez de dire, c'est le constat qu'il y a aujourd'hui. C'est pour ça que je veux le changer. Ouais. C'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, on ne peut que réformer tout ça. D'abord, l'utilité du franc CFA. Est-ce que c'est encore nécessaire ? Non. Non, merci. Donc vous voyez que vous parlez à quelqu'un qui va réformer. D'abord, sur le plan financier, et les Africains eux-mêmes se constitueront une monnaie. Par contre, il faudra effectivement un gros travail au niveau du secteur financier, puisque le système SWIFT, aujourd'hui, dépend largement des US. Pour le moment, puisque effectivement, un partenariat avec la Chine et la Russie essaie de contraindre ça, mais ça va être quand même très, très compliqué pour bien connaître la question, puisque je suis l'auteur français qui a écrit le plus grand nombre de livres sur la crise financière de 2008 à 2013. À l'époque, seul Frédéric Tadei m'invitait, comme quoi il estimait que si on avait un nom en consonance et qu'on ne parlait pas verlan, on pouvait aller sur un plateau. Une petite question. Quel est pour vous aujourd'hui un petit peu le pays modèle ou le modèle vers lequel vous souhaitez tendre ? Parce qu'il y a un pays avec lequel on doit s'inspirer sur le plan économique, sur le modèle. Hein. En termes économiques, en termes de mixité culturelle. Économique, il y aura forcément de la mixité. Quel est pour vous le pays un peu modèle aujourd'hui ? Parmi les pays modèles, effectivement, il faut regarder vers les pays du Nord. Ah oui, donc d'accord, les pays scandinaves, d'accord. Merci, parce que pour une question, c'est qu'il y a une excellente gestion des deniers publics. C'est indéniable. Donc moi, ma volonté, c'est d'abord, une fois en poste, faire un audit sur les secteurs clés de l'État français, pour une raison très simple, puisqu'aujourd'hui, il y a une gabegie financière qui est indécente, et en plus, attendez, c'est que la 5e puissance du monde, la France, n'a pratiquement même pas pris depuis 20 ans le virage numérique
qui aurait facilité énormément de choses, rien qu'au niveau des administrations. Oui, alors juste, notre ami Gamal Abina vient donc de nous rejoindre, il va vous interroger aussi, il va vous cuisiner aussi, il va poser une question. Mais en termes de numérique, aujourd'hui, si vous faites attention quand vous recevez des mails des administrations françaises, et notamment du ministère de l'Intérieur, descendez après votre texte et vous trouvez que tout le blablabla, il est en anglais. Alors quand l'État s'adresse à ses citoyens en passant par la langue de Shakespeare, l'anglais et même pas Shakespeare, l'américain, c'est qu'il y a un problème. Et vous avez le pays peut-être à comparer, c'est le Canada, qui fait que tous les mots qui viennent de l'anglais, ils sont canadisés, si je peux me permettre, donc francisés. Et vous, par rapport aux auditeurs de France Maghreb 2, par exemple, vous savez que les Canadiens n'utilisent pas le mot ton adresse mail, mais ton adresse courriel, qui fait courrier électronique. Gamal Abina, bonjour. Bonjour. Bonjour Gamal. Oui, donc je suis arrivé malheureusement très en retard pour des raisons de boulot. Apparemment, si j'ai bien compris rapidement, vous êtes le candidat qui... Enfin, vous vous présentez à l'élection, c'est ça? Ok, et les signatures, vous en avez? Pas encore, pas toutes. Ah, comme la majorité des candidats. Oui, d'accord. Bon, déjà, la première problématique, je viens d'entendre plusieurs choses. La France n'est pas la cinquième puissance, mais 7e puissance économique. Elle ne fait que reculer. Et j'entends beaucoup à la télévision, 6e, machin, c'est du baratin, 7e en recul. C'est-à-dire que, en 2050, avec la progression. Nigeria. Voilà, bon, merci. Je connais tous les chiffres. Merci, très bien. Donc, il faut rappeler quand même la réalité du recul et du déclin français qui est évident. Ensuite, deuxième chose, j'ai entendu. Alors, maintenant, je suis arrivé en retard, donc j'ai pas tout entendu, mais en substance, ce que pourrait apporter la France à la francophonie. Donc, économiquement, j'ai bien compris. Donc, la zone francophone, on a parlé du franc CFA, qui est une monnaie de singe et qui est gérée par la puissance néocoloniale, il faut appeler ça comme ça, qui tient la monnaie, tient l'économie, on est d'accord là-dessus. Quand on ne maîtrise pas sa monnaie, on ne peut pas maîtriser évidemment le change et encore moins la production de richesse et encore moins l'exportation. Bref, on se retrouve dans une situation tutélaire totale avec une laisse au cou et qui dure depuis très longtemps, puisque le franc CFA va accoucher d'une autre monnaie de singe qui s'appelle l'écho. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense que le mirage de la francophonie n'est pas une chose sérieuse pour deux raisons. La première, parce que la France est une puissance déclinante et a essentiellement détruit son économie dans les années 80 avec Mitterrand. Il n'y a plus d'industrie lourde, très peu d'industrie de transformation, de moins en moins. Et tout le reste est basé essentiellement sur le luxe, évidemment, sur le tourisme, et ça c'est franco-français, et sur les services aux entreprises, en gros le tertiaire. C'est le gros de ce que produit la France. Et évidemment, le gros morceau qui restait une chasse gardée de l'État, à savoir l'industrie militaire. Voilà quelles sont les vraies productions de richesse de la France aujourd'hui. Pour tout le reste, c'est la plupart du temps, c'est fait par l'étranger, particulièrement par le grand laboratoire et le grand atelier du monde qui s'appelle la Chine. Donc la France est en déclin, elle a du mal à pouvoir faire face, justement j'y arrive, elle a du mal à pouvoir faire face à sa propre difficulté interne, à savoir 2700 milliards de dettes publiques qu'elle ne peut pas rembourser, avec un taux d'intérêt monumental qui grève en gros le troisième poste de l'État, 300 milliards de dollars de budget annuel, avec un poste largement entamé par l'intérêt de la dette, donc même pas le capital. Donc comment la France pourrait, j'y crois pas du tout, je vais être très clair, c'est pour ça que ma question est orientée, comment la France pourrait apporter quelque chose à des pays qui sont malheureusement encore sous influence culturelle et économique de la France, sans le moindre développement constaté? Je le rappelle, tous les pays qui sont restés sous contrôle total de la France, à savoir l'Afrique de l'Ouest et centrale, ne sont pas du tout développés. Comment peut-on espérer que parce qu'il y a une langue commune qui s'appelle le français, on peut espérer qu'un pays qui est déjà en difficulté interne puisse sortir des frontières avec des pays qui sont encore plus en difficulté et y apporter une collaboration étroite économique? Alors, effectivement, notre ami Gamal vient très justement de dire le constat. Le constat, moi je ne le remets pas en cause, c'est pour ça que je suis candidat. Donc je me présente justement pour défier ces déclins de la France. Parce qu'il y a des secteurs d'activité qui ne sont absolument pas exploités, en l'occurrence le maritime. On est premier mondial en termes de kilomètres carrés. Deuxième. Oui, mais là il va y avoir prochainement une rencontre internationale qui fait que la France va passer devant les États-Unis. Mais cela étant, même à ce niveau-là, par rapport au pays qu'on représente, on est juste 70 millions d'habitants à peine, c'est colossal d'avoir ça. Ça n'a jamais été exploité. Mais puissance en termes de territoire, parce qu'en termes de PIB, on est loin d'être ni les deuxièmes ni les premiers. Pour une raison très simple. Il y a quand même une chose que j'ai envie de dire. La puissance maritime française qui n'existe pas sur le plan de la production industrielle. Oui, c'est ça, exactement. Il n'y a plus de bateaux navals, il n'y a plus de chantier, tout ça. La puissance maritime est un artifice qui est créé de façon totalement artificielle par le fait que la France possède les Antilles,
du côté au La large de l'Amérique Polynésie. et possède un Oui, petit c'est peu de ça. Polynésie. Donc c'est vraiment très artificiel, ça ne correspond à rien en termes réels. En fait, Ouais, le terme de puissance est employé, on a l'impression qu'on parle de PIB ou de Mais production, alors, j'y viens, alors j'y viens, qu'on parle j'y viens, seulement j'y de viens. territoire, J'y viens. La puisqu'en réalité, la Grèce est largement devant la France si on parle de puissance industrielle et de monnaie, hein, soyons clairs. Justement, j'y viens. Enfin, la Grèce, l'exemple grec, je pourrais vous en parler parce que si. Non, mais c'était juste pour vous dire c'est les quel point la c'est- puissance, c'est- c'est quelque non, chose non, de non, relatif. Hein. Tout à fait. Mais n'oubliez pas un détail concernant la Grèce, c'est le contribuable français qui a renfloué les banques grecques à plus de... oui, bien en l'occurrence, la France a mis 7 milliards d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Donc c'est quand même l'argent des impôts des Français. Mais ce qui est quand même très important, on fait ce constat. Est-ce qu'on se dit, bah voilà, on descend la pente? Non. Moi, personnellement, je suis intimement convaincu que le partenariat avec l'Afrique, où, justement, il n'est pas tutélaire, parce que il l'a été en raison de ce franc CFA, dont moi je suis un des rares candidats, et vous l'entendez, qui demande sa suppression. Et symboliquement, il y a eu un incendie tout récemment dans l'usine qui produisait des billets CFA. Chamalière. Hein. Voilà, c'est tout à fait un symbole. Un truc, quand même, quelque chose qui est très important. Lorsqu'on posait à Camus, c'est quoi la patrie, il répondait, ma patrie, c'est la langue française. J'insiste là-dessus, tous les Français aujourd'hui sont des ambassadeurs de la France. Moi, je vais vous rappeler une anecdote. Lorsqu'aux Pays-Bas, le parti d'extrême droite était tout en tête, le pragmatisme économique a voulu qu'ils permettent l'étude de la langue arabe. Et quand on est parti voir ces mêmes intégristes extrémistes, ils ont répondu, mais vous comprenez, ce sont des ambassadeurs parce que les marchés aujourd'hui se trouvent à tel endroit. Donc, vous comprenez que ça a une limite, hein, le zémourisme. Hein. Le pragmatisme économique l'emporte toujours, et ça, Gamal et Ali pourraient le confirmer. L'autre point qui est quand même fondamental, c'est que c'est vrai qu'on se casse la figure au niveau industriel. Mais attendez, je vous ai dit un mot très important tout à l'heure. Moi, je suis un homme de projet, d'accord? Parce que c'est non seulement séduire, mais avant tout, moi, je suis un homme de projet et donc prévoir. J'ai parlé de la criminalité financière. Est-ce que vous estimez normal qu'aujourd'hui, à la tête du pays, on a un président de la République qui a vendu un de nos fleurons industriels à General Electric? C'est un scandale d'État sans nom. Je veux dire, ça devrait, dans un pays scandinave, on va le récupérer. Oui, mais il n'était pas le responsable, il était l'un des responsables, puisque c'est un long feuilleton qui a commencé avec M. Sarkozy, qui s'est continué donc, sous Hollande, qui c'est d'ailleurs l'époux de Mme Pécresse est dans la même... Jérôme. Voilà, et donc... disons que c'est une volonté nationale. Alors, voilà. attendez. Et peut-être qu'il y a une bonne nouvelle, parce qu'il paraît qu'aujourd'hui, la France a décidé de réinvestir. Le double. On a acheté le double de ce qu'on avait vendu. Oui, mais de le rapatrier sur le truc. Oui, mais on a acheté le double de ce qu'on avait vendu. Et puis, autre point qui est très important, pourquoi je cite Emmanuel Macron? Alors, non, mais juste un point. Pour les autres vendaient à peu près une entreprise industrielle de très haut niveau tous les 5 ans. C'est lâche. J'ai envie de dire, ce sont des lâches. Emmanuel Macron a fait très fort 4 en 2 ans. Lesquels? Alstom, non, mais sous Hollande. Non, mais c'était lui qui était... Non. Faut mais connaître... Sous Hollande, président. D'accord, mais c'était sa signature. Non, mais... Et à mon avis, il en a vendu est-ce que l'on a vendu sous son mandat à lui? Non, mais ça se passe comme ça, la politique, oui. en termes de trahison, oui. de souveraineté de l'État. Oui. Il avait surtout pas à montrer qu'il était à l'origine de ce pacte Monsieur de Latab, corruption. vous êtes sur France Maghreb 2. Le premier responsable de la trahison, c'est le président en titre, même si on lui fait juste signer un papier. Et pas le président. C'est pas Hollande qui a signé. Ce Non. n'est pas Hollande qui a signé. Non, mais ces accords sont... Ces accords se sont établis à majorité. Aujourd'hui, vous savez, je vous invite à lire vraiment ce que j'ai fait. Ouais. L'entièreté de la commission parlementaire menée par M. Marlex dans le cadre de cette affaire. Avant ça, je pense que Gamal l'a lu, il y avait le rapport de Nessé, qui était sorti 5 ans plus tôt, mais qui n'était pas complet parce qu'il manquait des éléments clés. Celui qui est au cœur de ce schéma de pacte de corruption s'appelle Emmanuel Macron, et je l'assume pleinement. Parce qu'on a aujourd'hui suffisamment de faisceaux d'indices pour montrer qu'il est celui qui a tout fait, même à l'encontre de son ministre de tutelle, qui était Montebourg à l'époque, pour que la vente se fasse auprès de General Electric. Okay. Parole n'engage que vous. Voilà. Et surtout, cher Mourad Al-Hattab, vous êtes sur France Maghreb 2 pour expliquer votre propre candidature. On va arriver à la fin donc, de cet entretien. Et un auditeur de base ne va pas suivre tous les détails. Déjà que, comme vous l'avez dit au départ, il ne s'intéresse pas à la politique.
il va pas voter et il va dire qu'est-ce que nous dit ce candidat. Il est président de la République. Apparemment, il a rien vendu pendant 5 ans. Donc, est-ce qu'il a été plus malin pour vendre avant de devenir président sans savoir devenir président? Donc, revenons à votre programme à vous sur cette question de rien distraire. Il y a deux choses qui intéressent l'auditeur. C'est important, si on sert l'État ou si on sert le peuple. Si on sert le peuple ou si on sert les l'auditeur aujourd'hui, et ça va être la dernière question d'ailleurs à laquelle vous allez répondre, qu'est-ce qui fait que l'auditeur de France Maghreb 2, électeur citoyen français, votera pour vous pour au moins, j'allais dire, une raison ou un argument clair, net, et dit, sur ce point-là, j'ai choisi Mélenchon, sur ce point-là, j'ai choisi Zemmour, et sur ce point-là, j'ai choisi M. El Hattab. C'est ça qui permet à quelqu'un qui n'est pas investi dans la politique, comme nous tous ici autour de la table, de retenir une idée. M. El Hattab, c'est... Alors, M. El Hattab, en tant que candidat, c'est quoi la proposition phare que l'auditeur et le citoyen de base doit retenir à la fin de cet entretien? Attendez, déjà que j'ai résumé mes points forts en 7 points, Zemmour le fait en 4, donc on ne peut pas être contenu dans une seule phrase. Par contre, ce qui est clair et net... Mais il vous faut bien un slogan quand même. Mon slogan, ça sera... D'abord, je vais vous dire une chose. Ça sera l'intégrité de l'institution judiciaire. Moi, je vais vous dire une chose. Candidat élu, dans les 10 premiers jours, je modifierai l'ordonnance de 58 et je rendrai responsable pénalement et professionnellement les juges, car aujourd'hui, 80% des Français estiment que les décisions de justice sont injustes. S'il n'y a pas la justice au cœur d'un État, cet État, c'est son pilier, la justice, cet État se meurt. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Les gens n'ont plus la garantie qu'ils ne peuvent pas être victimes de l'arbitraire. Si aujourd'hui la violence légitime elle est contenue, c'est parce qu'on doit croire en nos institutions régaliennes, la justice, la police. Et vous sortez dans la rue, là vous faites 5 mètres et vous posez la question. C'est au moins une chose sur laquelle les Français sont unanimes, je parle pour le territoire national, c'est qu'ils n'ont plus confiance en leur justice et plus confiance en leur police. Et ça, je le regrette profondément. Et je veux faire que ce pacte national reprenne corps. Voilà, ça c'est la première chose. Alors, est-ce qu'il y a un site qui permet à l'auditeur de France Maghreb 2 qui a pris, comme notre ami Gamal, qui pour des raisons professionnelles est arrivé donc en cours d'émission, est-ce qu'il y a un site qu'il doit visiter pour mieux connaître, non pas l'homme Mourad El Hattab dont j'ai parlé en introduction, écrivain pour le livre notamment sur la Libye, le fils à Gaddafi, et le livre sur Poutine, Vladimir Poutine, le nouveau de Gaulle. Est-ce qu'il y a un site dans lequel on va commencer à fouiner, et pas de Wikipédia, parce qu'en Wikipédia, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est, mais je vais vous répondre concrètement. Aujourd'hui, je suis un mec profondément pragmatique et honnête. Tout va se mettre en œuvre une fois que j'aurai mes 500 signatures. J'y suis presque. Pour ça, je ne parle pas beaucoup de ça. Mais le Conseil constitutionnel publie au jour le jour ce qu'il reçoit. Non. Ce qu'il reçoit. Il y a beaucoup de candidats. Zemmour, Marine Le Pen, en l'occurrence. Ce serait une première. Ils ne donnent pas leur signature. Ils font du frigo, non? Merci. Et puis, il faut dire une chose aussi, parce que moi, je suis en plein dedans. Franchement, c'est pas très joli. Tout ce qui se passe par rapport à ces histoires de parrainage entre certains partis qui prennent un stock et qui négocient avec certains, parce qu'en l'occurrence, d'après des sondages internes au ministère de l'Intérieur, Macron ne serait que 4e à 11%, et en tête largement Marine Le Pen, et 2e Zemmour, et 3e Mélenchon. Donc vous comprenez qu'ils ont intérêt à ce que Zemmour et Mélenchon, pour vous dire franchement les choses et dans les yeux, n'aient pas leurs 500 signatures. Moi aujourd'hui, j'ai négocié, j'ai rencontré un parti, la société civile, qui pour l'instant a à peu près 100 signatures et qui a un stock de 150. Et ils savent qu'ils vont peut-être pas y aller parce que l'échéance fait qu'elle est trop courte. J'ai discuté avec eux la prise de ces 150 parrainages. Vous vous rendez compte qu'on en arrive à ce stade en France? Je vais vous donner aussi une autre chose que sur le plan logistique, mon cher monsieur Mamie. Vous savez que là, je suis déjà en train de discuter, parce qu'il y a plein de candidats qui n'y pensent pas, avec les imprimeurs. Tout à fait. Alors, on va peut-être partir pour la pause, la première de cette heure-ci, et revenir pour la conclusion. Monsieur El Hattab. Alors, on va passer une petite page de publicité. On va retrouver nos auditeurs au 01 40 33 9000. C'est la semaine spéciale Parole d'auditeur avec Tarek Mamie en animation.
Christophe sur France Maghreb 2. Vous êtes de retour dans le grand forum spécial Parole d'auditeur animé par Tarek Mami. Et alors, Parole d'auditeur, on peut nous appeler au 01 40 33 9000, tout comme cet auditeur qu'on va prendre tout de suite pour une question. Merci Latifa. Donc on va prendre la question de l'auditeur à laquelle notre invité répond et après on va passer à la conclusion parce qu'il nous reste 3 ou 4 gros sujets de l'actualité du jour. Allô, bonjour. Bonjour. Cher auditeur, bonjour. Il n'a pas eu la patience. Non, il n'a pas eu la patience d'attendre. Non, il est encore en ligne. Alors... Elle est encore en ligne. Alors. Vous êtes avec nous ? Vous nous entendez ou pas ? Bah non, je crois qu'il est parti. Et s'il veut rappeler, on fera du post-scriptum, du rattrapage. Exactement. Donc, Monsieur Mourad Al-Attab, candidat de la société civile pour cette élection présidentielle. Le mot de la fin vous revient, à moins que l'auditeur n'intervienne. Qu'est-ce qui fait que l'auditeur de France Maghreb 2 est lecteur citoyen français et le 10 avril posera votre bulletin à vous dans l'urne et pas celui d'X ou de Y si toutefois vous annoncez que vous avez les 501 parrainages. Ouais. Je l'espère de tout cœur, en tout cas je me bats pour ça avec mes équipes parce que encore une fois, ce qui fait ma force, c'est la force d'un collectif. Il y a un dicton oriental que j'aime beaucoup qui dit qu'une seule main n'applaudit pas. Et donc ça, je ne l'oublie pas chaque jour parce que j'y travaille grandement. J'espère que vous me donnerez à ce moment-là, dans le cadre de... Si vous avez les 500 parages, non seulement on vous donne l'antenne, mais on aura l'obligation de vous donner l'antenne. Hein. Bravo. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il va se passer des choses qui vont s'accélérer effectivement dans les prochains jours. Qui nous garantit qu'Emmanuel Macron ne va pas reporter l'élection présidentielle, puisqu'il y a une négociation entre Darmanin et Laurent Fabius dans ce sens. Il faut le savoir, c'est très important. Il y a des bruits de bottes en Ukraine. Alors justement, à ce titre, on vient d'avoir la déclaration du nouveau chancelier allemand qu'il va falloir retenir, parce qu'on a eu 15 ans de Madame Merkel, qui dit que l'adhésion, la fameuse porte ouverte dont on a parlé tout à l'heure, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas à l'ordre du jour, donc les Allemands ferment la porte. Bravo. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez apprendre à me connaître et apprendre à connaître mon programme face aux confrontations que je vais avoir. On est en train d'en préparer une face à Éric Zemmour. Aujourd'hui, on rapporte les propos d'Éric Zemmour, mais j'ai presque envie de dire une chose, c'est qu'il est sur un terrain qui était en jachère. Il dit des choses qui ne sont pas toujours fausses, mais qui pour moi ne sont absolument pas complètes et seraient très facilement, comment on appelle ça Déconstruisable. Merci, déconstruisable. Voyons. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette communauté nationale, il est vrai qu'a été visé par ce pouvoir via la loi du séparatisme, qui a été rédigée par un pédocriminel qui s'appelle Olivier Duhamel, et qui volontairement a visé spécifiquement les Français de confession musulmane, mais à travers ça, ils en sont pris aux libertés fondamentales des Français dans leur ensemble. C'est hyper important parce que cette candidature va décortiquer, déstructurer un langage aujourd'hui mortifère, décliniste, pessimiste, et c'est pourquoi que je veux que cette candidature des abstentionnistes, quelque part, elle fasse émerger cette belle France auquel on croit. Parce que moi, j'ai envie d'être celui qui va rassembler, et j'y tiens, et il y a un truc fondamental, on se parle depuis tout à l'heure, même entre nous hors antenne, je fais ce constat permanent. Nous sommes, nous, loyaux vis-à-vis de la France. Quand vous voyez la majorité des lanceurs d'alerte, ils ont des noms à consonance aujourd'hui en France. Monsieur Al-Hattab, donc une question et un rappel. Le rappel, c'est que nous pouvons encore nous inscrire sur les listes électorales jusqu'au 4 mars. Donc, et par Internet jusqu'au 2. 2 mars, voilà, mais jusqu'au 4 mars. Donc, faut y aller, parce que ici à France Maghreb 2, le principe, c'est exister politiquement. Bravo. Le second slogan de France Maghreb 2, si tu votes pas, les autres votent à ta place et contre toi.
Ça nous renvoie à... Sayed, quand même. Oui, Abdelmalek Sayed, sur la première, c'est exister politiquement. Et la deuxième, c'est plutôt Nelson Mandela. Ceux qui travaillent pour nous, sans nous, travaillent contre nous. Bravo. Le site où on doit voir M. Latta pour le programme et pour le reste. Tout ça est en construction et sera publiable le jour où je déposerai mes 500 signatures. D'accord. Parce que c'est une urgence absolue du moment. Okay. La logistique pèse très lourd pour un candidat à la présidentielle. Vous imaginez même pas les discussions que j'ai actuellement avec les imprimeurs pour faire imprimer 52 millions de professions de foi. Les imprimeurs unanimement... Il y a 48 millions d'électeurs. De mémoire. Oui, mais c'est 52 millions. Ah, d'accord. Eh bien, je peux vous assurer que quand vous avez parlé avec les imprimeurs, ils vous garantissent qu'il y a suffisamment de papier aujourd'hui que pour 9 candidats. Donc c'est pourquoi 52 millions. Oui, pour les déchets. Non, du tout. C'est parce que c'est envoyé par courrier, il doit y avoir un bureau. Tout à fait. Et donc, quand est-ce que vous allez faire le débat avec Éric Zemmour, parce que... Avant le 4 mars, après le 4 mars. Nous, on voudrait bien que ça se passe avant le 4 mars. Et ce sera télévisé, vous allez bien sûr, c'est télévisé. D'accord. J'ai une attachée de presse qui a pris contact avec CNews et je pense qu'il y a et beaucoup de médias. Et vous, visiblement, vous sentez prêt? Je trouve que à Éric Zemmour, on lui donne une importance. Non, mais c'est une question. Moi, largement, parce que je travaille. Alors, merci. Juste une petite remarque, quand on est prêt à prendre la présidence de la France, j'espère bien qu'on est prêt à confronter Zemmour. Mais c'est ma petite remarque personnelle. Moi, je vais pas prendre la présidence, mais je suis prêt à le confronter. Bon, alors, c'est un minimum syndical. Merci, monsieur Mourad. C'est moi qui vous remercie infiniment. Je remercie votre public. À sa manière, à lui, il a quand même célébré la Saint-Valentin, mais de manière Al Capone. Il a beaucoup mitraillé dans ses déclarations. Non, mais en tout cas, moi je dirais juste un slogan. Je dirais vive la France libre. Parce que c'est ça fait un peu gaulliste, ça fait de Gaulle, ça. Non, c'est 44. Oui, mais c'est Zola. Oui. Zola disait refuser la liberté au peuple et le peuple la reprendra. C'est dans ce sens-là, je le disais. Merci, monsieur Mourad El-Hattab, pour sur notre antenne, candidat de la société civile. Normalement, nous aurons 2 autres cette semaine, demain et après-demain, parce que nous voulons montrer la diversité de ce qui existe dans notre société et ne pas nous contenter, comme le font les télévisions de désinformation continue, qui ont toujours les mêmes personnes à n'importe quelle heure, samedi après-midi, dimanche après-midi, le matin, le soir, et comme dit Sarko, matin, midi, soir. Ce sont les mêmes visages qui sont sur les télés. À France Maghreb 2, nous essayons de faire notre travail de journaliste et de permettre aux auditeurs de savoir ce qui existe, libre à eux après de choisir. Merci Latifa pour cette première partie de réalisation technique. Et donc, on va passer au prochain sujet. Et Gamal va pouvoir donc rattraper le temps perdu par rapport à la première heure, puisque des obligations professionnelles l'ont empêché d'être parmi nous. Et alors, n'oubliez pas que cette semaine, du 14 au 18, c'est une spéciale parole d'auditeur avec Monsieur Tarek Mami. Vous pouvez nous contacter au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Vous pouvez également télécharger l'application pour nous écouter un peu partout, nous emmener dans votre poche. Et vous pourriez, comme ça, faire comme Gamal, écouter le début de l'émission avant d'arriver. Cela étant dit, moi, je vais vous laisser pour vous retrouver demain. Et avec l'application, vous pouvez être sous le soleil, écouter la radio. Exactement. Sous la neige ou avec la neige ou sur la neige, écoutez la radio. Dans un igloo, hein. À Paris, écoutez la radio. Dans les bouchons. Dans les bouchons, écoutez la radio dans la voiture. Et l'application, c'est le meilleur moyen d'écouter la radio. Là où on est, 24/24, comme si on était un auditeur parisien, marseillais, de Reims, du Havre, de Bordeaux, de Toulouse, puisque France Maghreb 2 diffuse sur toutes les grandes villes de France, en FM et en numérique. Et merci, à l'international également, ne l'oublions pas, nous sommes également écoutés dans d'autres pays. Alors, on va continuer cette émission avec Medjahed à la réalisation, avec Tarek Mami, avec nos chroniqueurs. Et on reprend le sujet juste avant d'avoir accueilli Monsieur Mourad El-Hattab. C'est les meetings du week-end. Pécresse adopte la théorie du grand remplacement. Mélenchon explose les compteurs de la présence des militants à Montpellier. Allez-y, moi je vous laisse et à demain. Merci Latifa pour la réalisation de cette première émission de cette semaine. Ali, donc on était sur la fin de votre intervention avec Mélenchon, avec Madame Pécresse. Madame Pécresse. Et là, hier, Mélenchon a explosé les compteurs
C'est-à-dire qu'il y avait 8000 personnes, c'est qu'aujourd'hui devient rare, puisque la moyenne est plutôt de 3500, 4000, et qu'un des candidats s'est vanté, lui, de faire ces 8000, et donc Mélenchon remonte la pente en termes de nombre d'auditeurs. Il est vrai que pour un candidat comme Mélenchon, faire 8000 personnes dans une ville comme Montpellier, ça s'appelle une performance, à mon avis, hors norme, sachant que Valérie Pécresse, sur toute l'Île-de-France, a fait quand même que 6000 personnes. Donc Mélenchon, c'est vrai que et c'est que disait avant notre invité, quand il nous parlait de chiffres, j'ai quand même l'impression qu'effectivement, au travers de différents meetings, j'ai l'impression comme que le champion du meeting, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon, puisque quand je il y avait l'olfactif, oui, et ceux qui étaient dans la salle m'en ont parlé. En fait, on sentait l'odeur de la mer dans la salle. Cher Tarak, ouvrez les yeux. Moi, je préférerais qu'ils mettent les moyens sur des solutions et sur des actions liées au pouvoir d'achat et au peuple, comme ils sont dans les meetings, le représentant, plutôt que de nous faire un meeting à la Star Wars. Mais les meetings, c'est ce qui permet de dire voilà ce que je suis capable demain si j'étais président. Et paradoxalement, Mélenchon, c'est quand même quelqu'un qui, la France insoumise. Et quand on voit un petit peu la qualité et le format qu'il propose, il est vrai qu'il est relativement avant-gardiste, parce qu'il utilise les dernières technologies, notamment numérique, ça c'est assez impressionnant. Et mobiliser autant de personnes, comme je le répète, c'est que derrière, il doit y avoir une sacrée équipe qui doit travailler. Donc quelque part, je pense que Valérie Pécresse doit être un peu, ou les autres candidats doivent être un petit peu jaloux. Tarak sur Mélenchon. Sur Mélenchon, sur France Maghreb 2, quand on dit Mélenchon ou Pécresse, nous avons la forme et le fond. Voilà, donc la forme du meeting, le nombre de personnes, et puis éventuellement, bien sûr, pour les l'instant, propositions. Mélenchon, pour moi, il reste dans ses classiques depuis 2002, 2007. C'est toujours le même charabia, sauf que là maintenant, il est un petit peu moins contre la religion musulmane, parce qu'il faut se rappeler qu'avant c'était un chantre de laïcité, maintenant il est devenu pro-palestinien depuis, on va dire, l'élection 2017. Je pense que beaucoup de personnes qui sont ici pourront l'approuver. Il est devenu islamophile. Moi, personnellement, ce que je vois, c'est que ce gars-là n'est pas, dans le fond, il n'est pas à la hauteur des grands hommes de gauche qu'il y a eu dans le passé, qui parlent véritablement des problèmes aujourd'hui de pouvoir d'achat. Et ce champ-là, il a laissé à des personnes de droite. Des fois même d'extrême droite. Et pour moi, Mélenchon n'est pas à la hauteur. Vraiment pas à la hauteur. Alors, c'est l'illusion. Ça, c'est une opinion, c'est pas une analyse. Là, on a dit le fait d'avoir 8000 personnes mais dans 8000 une petite personnes, ville. C'est facile. Non, mais à Montpellier, c'est pas pareil. Montpellier, il y a la proximité à Marseille, il faut pas l'oublier. Ah oui. Et vous pensez qu'il y a des gens qui vont prendre le train? Villepinte. Ok, d'accord. Villepinte, le congrès de Zemmour qui n'était pas à 15 000, qui était à 8 000, j'étais sur place en tant que presse. Donc entre 8 000 à Paris, 8 000 à Montpellier, il y a quand même on est d'accord. Un upgrade. On est d'accord, mais il faut pas oublier qu'on a deux régions, Languedoc-Roussillon et PACA, où il y a quasiment 8 millions de personnes, et que c'est pas difficile de réunir 8000 personnes. Bon, on enverra monsieur qui est parti, notre invité, monsieur Mourad Al-Hattab, et on lui souhaite qu'il fasse 8000 personnes à Montpellier. Et là, on dira, bon, chiffre contre chiffre, il y a de quoi faire. Alors, Gamal nous rejoint, et donc, on a commenté, quand vous n'étiez pas encore là, le meeting de Madame Pécresse. Dommage qu'il rate ça. Avec le fait qu'elle prend à sa charge, ou dans son programme, en tout cas dans son discours, dans ce meeting, la théorie du grand remplacement. Et donc on voit que la ligne Vauquier et la ligne Ciotti sont en train de gagner. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard que M. Eric Woerth, qui est plutôt du côté de Juppé, j'allais dire, en termes d'idéologie, pas en termes d'économie, la quitte pour aller soutenir M. Macron. Alors oui, c'est bien, je peux parler un peu de Pécresse. Déjà, pour commencer, je vais introduire le propos. Je suis pas trop d'accord avec toi, Tariq, pour le coup. C'est un exploit de faire 8000 personnes. Moi, je suis pas du tout pro-Mélenchon, mais il faut être objectif. 8000 personnes à Montpellier, c'est un exploit. Réellement, il est en train de créer quelque chose de fort autour de ces personnes. Et encore une fois, j'aimais pas le personnage il y a 3-4 ans, il m'a supporté. Mais là, il a pris de la hauteur, il a commencé à montrer qu'il était présidentiable. Il a 70 ans, il a reconnu ses fautes, ce qui est quand même exceptionnel en politique. C'est la dernière cartouche. C'est sa dernière cartouche, il n'en aura pas d'autre. Il joue son bateau et il le joue très bien d'ailleurs. Il faut voir les résultats quand même. Ils sont assez probants. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner, ça veut dire que déjà, il a évolué en tant que chef d'État. Et il a la stature aujourd'hui d'un chef d'État, même si politiquement et économiquement, ce qu'il dit est une catastrophe. Voilà. Mais ça, évidemment, malheureusement, c'est son parti qui veut ça. Bien, maintenant, pour ce qui concerne Pécresse,
va en parler dans un instant parce qu'on a la pub qui nous court derrière. Merci beaucoup. On va revenir d'ici quelques instants. Ne bougez pas. Le grand forum revient tout de suite. Je vous rappelle que si vous voulez vous aussi intervenir à l'antenne, 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. À tout de suite. Réellement, Montpellier, c'est un exploit. Merci. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission Le Grand Forum avec Monsieur Tarek Mami en direct. Et je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 si vous voulez intervenir. Vous êtes de retour avec Monsieur Tarek Mami en direct. Ça tombe bien. Je peux rebondir sur Pécresse. Tout à fait. Alors, donc, monsieur, le ministre je salue notre ami Medjahed qui reprend la réalisation tout à fait. après notre ami Latifa. Et vous restez, on est sur à la fois le meeting Pécresse et Mélenchon, et j'allais dire presque par franc renversé, ce qui s'est passé ce week-end. Alors, pour ce qui concerne Pécresse, la problématique, vous avez dû la soulever, je n'ai pas tout entendu, mais ce qui est certain, c'est qu'elle s'est littéralement ramassée. C'est-à-dire que son discours était faiblard, ses sorties étaient hasardeuses, sa prise de parole était mauvaise, elle ne sait pas tenir une salle, elle espère être Sarkozy avec le même bagou, mais elle n'en a pas la hauteur. En revanche, elle a quand même rencontré Sarkozy, ce qui dit des choses sur son orientation politique. Alors ce qui se passe chez Pécresse, c'est que comme elle voit bien qu'à droite, sa vraie droite, la droite jupéiste, la droite chiracienne, est en train de, lentement mais sûrement, aller vers Macron, c'était le cas il y a 5 ans, elle essaie de ratisser plutôt à l'extrême droite. Donc son discours est devenu ultra-nationaliste, ultra, évidemment, décliniste, on en parlait tout à l'heure aussi. C'est un discours qui est nourri de caractère anxiogène, de caractère à faire peur les gens pour leur donner le sentiment qu'on sera assiégé, je parle de la France en général, par les islamistes. Elle n'a qu'un discours de ce type-là. Pour quelqu'un de droite qui prétend diriger le pays, c'est inquiétant dans la mesure où le pays a besoin de solutions économiques, il n'a pas besoin de solutions sociales ou micro-sociales pour des questions très périphériques. Donc elle n'a pas été bonne et malheureusement, elle nous a sorti le Karcher récemment, elle ressortait le Karcher de la cave, ce qui dit des choses. De la cave, ça vous dit quelque chose pour nettoyer quoi à la crasse, donc les Arabes, ça fait beaucoup. Donc Madame Pécresse est dans une situation qui est extrêmement périlleuse pour elle parce que il y a deux grands partis, de grands mouvements au parti qui sont en train d'affirmer leur présence. C'est Zemmour d'un côté et Le Pen de l'autre, donc l'extrême droite dure. Et elle essaie de gratter des voix de ce côté-ci. À ce pari-là, on l'a vu dans les années 30 en Allemagne, quand la droite classique essaie d'instrumentaliser l'extrême droite, c'est elle qui perd. Et bien, c'est ce qui va arriver à Pécresse. Malheureusement, elle est à la fois pas un bon candidat parce qu'elle n'a pas le bagou ni le charisme de quelqu'un qui sera à la tête de l'État. Elle a en plus, malheureusement pour elle, en face d'elle, des Français qui sont très souvent plutôt machos, si ce n'est misogyne, et puis surtout, et pour finir, elle n'a pas les épaules pour pouvoir tenir les rênes d'un parti. Donc, Madame Pécresse n'est pas à la hauteur. Bien, si ça vous dit, on va prendre un auditeur qui nous appelle au 01 40 33 9000. On va accueillir Farid au téléphone avec nous. Bonjour Farid. Bonjour. Farid qui nous appelle de Courbevoie. Soyez le bienvenu, Farid. Bonjour. Ok, ça marche. Non, c'est juste une question justement par rapport à Pécresse. Je voulais savoir que, bon là, il a fini, Gamel Amina, il a dit qu'elle n'était pas à la hauteur. Mais est-ce que c'est pas la moins pire des candidates? Oh que non. Oh que non, malheureusement. J'étais à son meeting. Dis-moi. Oui, justement, je vais répondre à cela. J'étais à son meeting de campagne. Ça avait été une jupéiste ou une fan de Chirac ou d'un gaullisme traditionnel, donc qui s'élève un peu au-dessus des débats. J'aurais dit oui, peut-être. Malheureusement, j'étais à son meeting alors qu'elle était présidente de région à l'époque, son meeting de lancement de campagne, elle était obsédée par le voile, elle était obsédée par le niqab, elle était obsédée par la délinquance de quartier, elle était obsédée par des micro-phénomènes qui ne veulent rien dire en France, mais ne s'intéressent pas aux vraies problématiques. Or, un homme d'État, comme l'était De Gaulle, comme l'était Pompidou, comme l'était même Chirac, s'intéressait aux questions fondamentales de la puissance économique de la France. Elle, ça n'intéresse pas. Donc, elle n'est pas à la hauteur pour cette raison-là, et puis l'autre raison qui fait qu'elle est vraiment pas à la hauteur, c'est qu'elle a continué à encenser un homme qui a été, je rappelle quand même, souvent condamné, et aujourd'hui condamné de façon ferme à 2 ans de prison, monsieur Nicolas Sarkozy, le criminel de guerre qui a fait assassiner Kadhafi. Elle a été l'encenser et le voir chez lui en disant que ce monsieur me donne de bonnes idées. Et bien, quand on prend sa source d'inspiration dans un personnage qui est un repris de justice, je le rappelle, il y a un problème, elle n'est donc pas à la hauteur, c'est pas une femme en mesure de diriger le pays. Ouais, mais est-ce qu'elle joue pas un rôle et à t'entendre comme ça, c'est Macron au deuxième tour, alors. C'est Macron. C'est certain. C'est certain. Sauf surprise. Tout est fait pour. Non, mais au-delà de ça, j'ai envie de dire un truc. Il faut être honnête. Moi, je suis pas macroniste non plus. Donc, très clair, je suis pas encarté. Macron, il a une stratégie qui est intelligente. D'abord, il ne se présente toujours pas. Il attend le dernier moment pour pouvoir se présenter. Donc, il a la parole libre aujourd'hui. Ensuite, Macron, c'est un petit malin. Il est le chef de l'État. Le chef de l'État ne s'occupe pas des questions internes de la France ou très peu. C'est normal. C'est la Constitution qui veut ça. Or, Macron ne se mouille pas sur les questions d'islam et de ça. Il en parle très peu. Ça fait longtemps qu'il a déserté le débat. Et Macron ne rentre pas dans les chamailleries politiciennes.
il montre qu'il est un homme qui est au-dessus des autres et de la mêlée. Et c'est pour ça qu'il ne perd pas de points dans les sondages et qui manifestement va se maintenir. Parce qu'il ne donne pas de sentiment de chamaillerie. Les autres réclament encore et écrit un débat, il leur refuse ce débat. C'est dire un peu le mépris quelque part et en même temps, c'est très stratégique. Et c'est quand même démoralisant parce que là, tu refroidis en disant que Pécresse elle fait pas le poids, elle est pas à la hauteur pour représenter la France en 2022. C'est quand même, je sais pas moi, parce que je vois mal Zemmour ou parce que Mélenchon c'est mort. Zemmour et Le Pen sont des lièvres. Ils sont là pour garantir l'élection Macron. La seule personne qui aurait pu troubler l'élection, excuse-moi, allez, je finis, ce serait effectivement Mélenchon. Parce que Mélenchon peut être une surprise réelle. Mélenchon pourrait surprendre tout le monde, c'est possible. Parce que effectivement, s'il arrive à se maintenir dans sa dynamique qu'il essaie de lancer, ça pourrait marcher. Mais c'est le seul qui soit à la hauteur. Les autres ne sont pas à la hauteur. Valérie Pécresse, pour revenir, il y a un élément important. Il y a indépendamment des autres candidats, il faut savoir qu'au sein même de son parti politique, les Républicains, tu vois bien un petit peu le scope de personnage que tu as. Son deuxième homme, c'est quand même Éric Ciotti. Oui. Entre nous, est-ce que tu crois que Valérie Pécresse a des atomes crochus avec Éric Ciotti? Elle a plus d'atomes crochus avec un Macron qu'avec un Éric Ciotti. Ça veut dire qu'au sein même de sa famille politique, les raisons de son échec sont endogènes, sont dans son parti à elle, sont même pas les autres partis. Puisque elle, aujourd'hui, un Éric Ciotti, je vais te dire un truc, il est en train d'allumer des cierges pour pas qu'elle gagne. Bien sûr. Tout comme Laurent Wauquiez. Parce que Laurent Wauquiez, qui était quelqu'un qui aspirait à des postes importants, faut pas oublier, aspirer à des postes importants, malheureusement, c'est désengagé des Républicains, et ils sont en train d'attendre qu'elle échoue aux élections présidentielles, pour ensuite faire un petit hold-up sur le parti politique, dire ma petite, tu vas partir, et là on va avoir le vrai parti politique avec Éric Ciotti. Parce que le problème de la droite et des Républicains, c'est que cette multitude de candidatures a quelque part tué le parti. Parce que quelque part, c'est tous des mauvais perdants. T'avais Xavier Bertrand et t'avais Valérie Pécresse qui, bon an mal an, pouvaient éventuellement avoir quelques petites similitudes. Mais Éric Ciotti, je l'ai entendu ce matin sur BFM TV, ça n'a absolument rien à voir avec Valérie Pécresse, mais absolument rien. Lui, il est en train de te parler que d'un chiffon, que de gens qui se tapent la tête sur le sol 5 fois par jour. Il te parle que de ça. Il n'est pas en train de te parler d'économie, il n'est pas en train de te parler de chômage, de pouvoir d'achat. Il est en train de te parler quoi? Des écoles, des gens qui font du sport avec une espèce de tenue Nike ou je sais pas quoi, là. On appelle ça un hijab, je sais pas quoi, là, tu vois, des sujets périphériques. Et je te dis et je te répète, les gens de la droite souhaitent tous l'échec de Valérie Pécresse. Merci beaucoup, merci aussi à cet auditeur en tout cas de nous avoir appelé. Bon courage et à très bientôt. On va revenir d'ici quelques instants sur France Maghreb 2 avec bien sûr le grand forum, le 01 40 33 9000 pour nous appeler. Vous pouvez bien sûr passer ici à l'antenne. On revient d'ici quelques instants. 01 40 33 9000, la suite du grand forum, c'est dans une petite poignée de secondes. Ne bougez pas. Allez, de retour sur France Maghreb 2 avec la suite et fin du grand forum avec Tarek Mami et toute son équipe. L'équipe de la radio, cher Christophe et cher les langues à flancher là. Non, mais c'est pas ça, c'est l'équipe n'appartient à personne. C'est voilà. Alors, on va prendre le dernier auditeur. Oui. Et puis, on parlera donc de l'Ukraine, quelques mots quand même, parce que la déclaration qui vient de tomber dans la bouche donc du chancelier allemand, le nouveau, donc il a osé ce que M. Macron n'a pas osé. Il dit clairement, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. Or, c'est la demande principale de Poutine. Donc, il n'y a plus d'OTAN, il n'y a plus de guerre. L'auditeur, bonjour. Salam alaikum. Déjà, merci beaucoup. Moi, je vous écoute tout le temps. Je vous remercie, cher monsieur. Je tiens à vous dire que c'est du contenu de qualité ce que vous proposez. Et merci encore. Et ça fait plaisir qu'une radio Maghreb qui représente les Maghrébins français défendent leurs intérêts. Merci. Je voudrais réagir votre prénom, juste, premier intervenant. S'il vous plaît, il s'appelle Aïssa. Il s'appelle Aïssa. Il est de Chanteloup-les-Vignes. Voilà. Merci. Voilà. Allez-y, cher Aïssa. Et donc du coup, je voulais réagir donc par rapport au premier gars là qui voulait se présenter à l'élection présidentielle et qui est en recherche de signature. Oui, c'est monsieur Mourad. C'est monsieur Mourad El Hattab. Parce que moi je pense que c'est assez audacieux ce qu'il entreprend et je lui souhaite de